Bien, ben, au nom de l'Observatoire Éthique et Santé Humanitaire et de, Annie, comment on dit, c'est l'Académie du journaliste et des médias. Merci, l'Académie du journaliste et des médias. Grâce au professeur Didier, on a une superbe collaboration et surtout elle a obligé tous ses étudiants à être présents. Tout est noté. Et ce qui est sympathique, c'est qu'ils vont devoir faire un travail pour leurs études sur les différentes conférences. Donc ils ont déjà pris les contacts avec les conférenciers et puis ils vont faire un petit reportage avec eux qui ici sont de très bonne qualité, ce que je ne doute pas, seront également aussi en ligne sur le site de l'Observatoire. Sinon, les conférences seront sur le site de l'Observatoire. Pas la table ronde, c'est assez compliqué à cause de. Il n'y a pas de micro. Enfin bref, en tout cas, les conférences qu'on dit plénières seront sur le. Et puis, je vous encourage à aller voir, évidemment, notre site et nos activités actuellement, effectivement, basées et focalisées beaucoup sur le conflit israélo-palestinien, puisque nous travaillons sur le jour d'après avec des Israéliens et des Palestiniens, parce qu'il semblerait qu'il pourrait y avoir un jour d'après si tout n'est pas détruit. D'ailleurs, au vu de la nomination d'un délinquant à la Maison-Blanche avant-hier, je peux vous dire que c'est pas bon pour le peuple palestinien, ni ukrainien, ni d'autres. Voilà. Je pense qu'on aura l'occasion d'en reparler, mais ça va, effectivement, on rentre dans des moments de grande tension, et en fait on ne sait pas, parce qu'on ne sait pas ce qu'ils pensent en politique étrangère. Alors voilà. Aujourd'hui, donc c'est intéressant parce que c'est une conjonction de ce mot média et humanitaire, que nous avons écrit une relation ambiguë parce que, comme on le sait, chacun a un peu besoin de l'autre par moment, on se passe des informations, on en a besoin surtout. Les ONG, notamment pour la recherche de fonds, parce que sans communication, il n'y a pas de recherche de fonds. Et après plus de 30 ans d'engagement au niveau humanitaire, j'aime pas tellement ce mot, mais disons au niveau de relations avec d'autres, j'aime mieux, qui sont moins favorisés que nous. J'ai beaucoup de questions, de critiques, d'interrogations sur justement ce couple indissociable qui est là. Donc là, on a en plus des futurs journalistes, des futurs communicants, parce qu'ils font de la communication aussi, et se trouveront peut-être à la tête d'ONG ou de mouvements, ça commence par les gens qui disent n'importe quoi dans la gare de Neuchâtel, qui vous attrapent pour vous vendre quelque chose. Essayez, pour ceux qui connaissent ou qui sont de l'intérieur d'une des associations pour lesquelles ils cherchent de l'argent, c'est intéressant d'écouter les bêtises qu'ils vous racontent, parce qu'en général, ils ne connaissent pas très très bien, ce sont des gens qui sont payés pour ça, et qui ne viennent pas, n'est-ce pas, des ONG pour récolter l'argent. Alors, vous m'interrompez, l'idée qu'on a eue avec Ronnie aussi, c'est qu'on aimerait bien vous pouvez nous interrompre aussi, je pense que Florence, vous êtes d'accord aussi, pour discuter, on est là pour ça. On a la chance d'avoir des personnes extrêmement importantes, je ne vais pas pour les flatter, mais qui ont vécu, nous voulons des gens de terrain, qui ont vécu, que ce soit l'ambassadeur Hoch, Mme Markmann, le Dr Roman, ce sont des gens de terrain, qui ont été soit journalistes comme Florence, couvert des conflits, elle c'est l'ex-Yougoslavie, soit l'ambassadeur qui fut dans des pays comme Israël, la Turquie, c'était son dernier poste, qui pourrait donner, et puis on a Frédéric Villeman qui est déjà présente ici, qui est la couverte comme journaliste étant présent aussi du terrain, qui a des contacts avec les humanitaires, c'est ça qui nous intéresse un peu pour nous enrichir les uns et les autres. Alors, ce qui est intéressant, c'est que, je ne vais pas faire une histoire, très important, c'est qu'il y a une grosse cassure, c'est la guerre du Biafra, cassure sur plusieurs raisons. Le développement, l'action humanitaire, on va dire comme ça, comme vous le savez, depuis le 19e siècle, est détenue en gros par les églises. C'était les fameux missionnaires, c'était nos fameuses images qu'on avait quand nous, en tout cas à mon âge, on était enfant. C'était les missions, c'était le docteur Schweitzer,
C'était le petit noir qu'on avait à la collégiale de Châtel quand j'étais enfant. Et puis, Jean s'en rappelle, je vois. On mettait un petit sou dedans, et puis le petit noir faisait comme ça. Non, merci. C'est des images épouvantables maintenant pour les jeunes comme vous êtes. C'est très épouvantable de penser à ça, mais oui, ça existait. Et puis, il y avait la Croix-Rouge. C'était en gros les images qu'on avait de l'humanité. Et ce sont des gens qui ne communiquaient pas. En tout cas, qui communiquaient de façon, je dirais, on dirait paternaliste, on dirait impérialiste, on dirait colonialiste maintenant, en disant, nous, on est là pour aider, quel que soit le conflit, quel que soit ce qui se passe, quelles que soient les causes, je vais finir par avaler mon ricola, merci, voilà. Quelles que soient les causes qui provoquent cette misère, on ne parle pas, on agit, on aide, on sait ce qui est bon pour eux, et ça, effectivement, c'était une façon de voir, et qui est encore très liée aujourd'hui dans certains pays. Après le tsunami, qui était une catastrophe humanitaire, déshumanitaire aussi, dans la façon dont ils se sont comportés, je me rappelle que juste après, Ronnie et moi, on était à Radio-Canada, interviewés, et puis ils nous avaient, pour dire c'était bien tout ce que les humanitaires avaient fait, et puis ils nous avaient collé une petite jeune fille de 22 ans qui était partie sac à dos, comme ça, pour aller aider en Indonésie. Ronnie et moi, on avait été très polis avec elle, on l'avait remerciée, on ne pouvait pas être contre la bonté, contre son grande générosité, mais on lui a dit très gentiment et poliment qu'elle avait servi à rien, et que peut-être même, elle était peut-être un peu, pas toxique, on n'a pas tué ce mot-là, mais qu'elle était un problème en plus, parce qu'il a fallu la nourrir, la loger, et tout ça. Et on s'est fait vraiment azorer, comme on dit, dans les réseaux sociaux et tout, notamment au Québec. Et ma compagne québécoise m'a dit, quand je suis rentré, mais vous n'avez rien compris, El Broman, au Québec, on est resté à ce que l'aide humanitaire, c'est encore les missionnaires. C'est encore cette idée que nous, la génération, était qu'on avait tous un oncle, une tante qui était soit père blanc, soit sœur, donc religieuse, en Afrique. Et donc le fait que vous avez critiqué, en fait, comment dire, on ne peut pas critiquer la bonté, c'était ça, parce que cette jeune fille, elle était tout à fait honnête, elle n'avait pas dit derrière la tête, elle s'est dit, je vais aller aider les gens qui ont subi ce tsunami. Ce qui était intéressant, à un moment donné, on avait fait ce que j'appelle le contre-témoignage. On n'en fait pas assez lorsqu'on fait des actions humanitaires, et on avait invité à Paris, à l'époque à Médecins du Monde, France, des victimes du tsunami, qui sont venus nous parler de l'action dite humanitaire. Et un avait dit, il y a eu 3 vagues, la première, la deuxième et la troisième, c'était les humanitaires, et c'était aussi celle qui nous a fait très très mal. Effectivement, je ne vais pas rentrer là-dessus sur une analyse exactement ce qui s'est passé, mais on a fait sauter l'industrie pharmaceutique en abreuvant le pays de médicaments, on a déstabilisé le système de santé, et puis en gros on a fait élever les prix des loyers, comme on l'a fait en Haïti, de façon horrible après le tremblement de terre. Ça c'est l'autre pire endroit. C'est le tremblement de terre de Haïti. Moi j'étais assez engagé là-bas à l'époque, et puis notre maison était à Léogane, qui était le point central, l'épicentre du dos. Donc on était très touchés par ça, par nos amis haïtiens, et aussi par ce qu'on pouvait faire, ce n'est pas grand-chose. Et il y a eu un flux de communicants, alors on va venir sur la communication, il y a eu un flux de communicants qui a débarqué là-bas, qui était horrible. D'abord, l'aéroport d'Haïti a été pris en charge, je vais dire, enfin, en contrôle par les Américains, qui contrôlaient les avions qui arrivaient pas. Évidemment, les Cubains, qui sont en grosse majorité médecins en Haïti, il y a 600 médecins cubains en Haïti qui font un boulot remarquable. Quand les avions cubains arrivaient, ils les envoyaient en République dominicaine, en sachant qu'ils ne pouvaient pas revenir à cause que les routes étaient impraticables. Ensuite, ils ont contrôlé même l'hôpital central. Les JAS contrôlaient l'hôpital central d'Haïti. Et quelques fois, à un moment donné, la présentatrice vedette, parce qu'on a tous des présentatrices vedettes, vous savez, dans les télévisions, de Radio-Canada, faisait le téléjournal en direct, debout sur une ruine à Port-au-Prince. Pour moi, c'était effrayant. Je dis, comment elle est arrivée là? Comment les moyens qu'il faut mettre en place? Et quelqu'un me rappelait
tout à l'heure, cette image que vous êtes trop jeune pour avoir connue, de Omaira Sanchez. Tout le monde est traumatisé par cette image. C'est une image d'une petite sud-américaine qui est morte en direct suite à un tremblement de terre ou à des inondations, je ne sais plus, et qui s'enfonçait tranquillement dans la terre. Et en direct à la télévision, on avait ça à midi, à 4 heures, à 5 heures, on envoyait ça. Et il y avait une discrépance terrible entre. Mais comment ça se fait? Je la vois en direct là, puis on regarde ça, on a les commentaires. Prenez une pelle mécanique, quelque chose, enfin, je veux dire, sortez là de là. Il y avait vraiment une grosse différence entre. Et la question était horrible. Est-ce que finalement, on a vraiment envie qu'elle sorte pour pas qu'on ait ces belles images, excusez-moi, horribles. Donc ça peut aller très très loin, le truc de la communication sur les catastrophes. Et quand je parle du point de rupture, le point de rupture, Ronnie est mieux placé que moi pour en parler, c'est comme un ancien président de Médecins sans frontières, il y a eu ce point de rupture sur la communication. Je vous l'ai dit, c'est intéressant, ce soir vous allez écouter le vice-président du CICR qui m'a dit au téléphone, M. Carbonnier, qui est de Châtelois, d'ailleurs, qui a fait ses études ici, m'a dit, oui, quand j'ai commencé comme délégué, je disais, mais on disait quoi là? Il disait, tu dis ce que tu fais, tu dis pas ce que tu vois. Et ce soit intéressant. C'était l'époque du CCR qui communiquait très 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 peu. On va en parler avec lui. Et la Croix-Rouge, c'est la fameuse neutralité. Et puis, les premiers, les fameux French doctors, je déteste ce mot-là, mais bon, ils sont partis au Biafra, avec Kouchner et compagnie. Quand ils sont revenus, ils disent ça marche pas, il y a des trucs qui fonctionnent pas, on dit rien, on soigne, mais on dit rien. Et puis on nous laisse pas passer. Et puis donc c'est le fameux droit d'ingérence, où on n'attend pas parce que il faut savoir que le CICR ne peut intervenir que avec l'autorisation des gouvernements. Vous ne rentrez pas comme ça dans le CICR pour aller visiter des prisons, il faut avoir l'autorisation du gouvernement. Et donc, évidemment, il y aura toute cette problématique, je pense que M. Carbonnier va discuter de on reste pas, on parle, on va tenir à la porte, qu'est-ce que c'est mieux de rester ou pas, enfin tout ça. Et puis là, après la guerre du Golfe, c'est la naissance de MSF. La naissance de MSF, c'est quand même une ouverture sur la communication, où on va dénoncer, témoigner sur ce qu'on a vu, puis avec cette idée que peut-être qu'on va moins massacrer comme ça en catimini si les journalistes sont au courant, sont au milieu. Et puis il y avait aussi, on va dénoncer les causes. À un moment donné, il y avait MSF avait dénoncé qu'une famine, notamment en Éthiopie, était provoquée par le gouvernement. Donc, ça, c'est aussi très intéressant de dire que tu prends un gros risque. Et puis, avec les dangers qu'il peut y avoir. Je me rappelle que j'avais eu un téléphone d'un des anciens présidents de Médecins du Monde, qui s'appelle Moncorgé, qui me dit est-ce que tu pourrais envoyer 2 personnes suisses au Burundi? Je dis pourquoi Suisse? Il dit on a un problème. Alors il y a quelqu'un ce qui s'appelle en France le CA, le conseil d'administration. Je suis le conseil d'administration, c'est Nestlé, ça me fait penser à ça. Nous, c'est le comité dans les ONG suisses. Mais là, le conseil d'administration de Médecins du Monde était allé sur le terrain une semaine. Puis il avait dit ce gouvernement est totalement pourri, c'est horrible et tout. Et il a fait un petit document, enfin un petit article dans le journal interne de Médecins du Monde France. Et puis, ben, évidemment, les journaux internes, ça passe à l'interne, mais ça va aussi à l'interne sur le terrain. Et c'est tombé dans les bureaux de Médecins du Monde France au Burundi, et évidemment, il y a un employé burundais qui a vu ça, il l'a lu, il l'a amené au gouvernement, ils ont eu 2 heures pour quitter le terrain. Vous voyez, juste un petit article dans un journal intérieur. Et puis, je dis, pourquoi tu veux dire, en enrichissant si c'est les Français, Médecins du Monde, ou juste les Français qui sont interdits. Donc on a envoyé 2 émissaires de médecins suisses qui sont allés et aidés par MSF d'ailleurs, et puis j'en ai rencontré le ministre ou je ne sais pas quoi, qui a dit non, les Suisses pouvaient venir, mais mettez bien le logo suisse avant le logo de Médecins du Monde, parce que nous les Français on peut. Donc vous voyez combien un petit article peut avoir des conséquences sur. Ils n'ont jamais pu retravailler, MDM France au Burundi. Alors, effectivement, dans le livre écrit par notre ami commun René Bachmann, avec Ronnie Broman, c'est ce qu'il dit, c'est que
la communication a fait plus pour l'émotionnel et la compassion que pour la compréhension des situations sur le terrain. On verra éventuellement ça quand on a des journalistes comme Frédéric Widman, effectivement, qui va sur le terrain et qui peut aussi participer à l'émotion et la compassion face à une situation, mais aussi on a, tant que temps, l'explication géopolitique ou autre, je dirais plus culturelle, c'est ça qu'on oublie souvent. Alors moi j'arrive du Congo la semaine passée, et effectivement, si on ne comprend pas la culture, puis qu'on fait dans l'émotionnel, puis je vous montre des photos aujourd'hui de tous les enfants que j'ai vus en soins palliatifs, pédiatriques à Kinshasa, vous allez dire c'est horrible, il faut faire quelque chose et tout, mais il faut comprendre pourquoi la situation est comme ça, pourquoi on n'a pas accès aux opiacés, pourquoi le gouvernement, je vous dirais ça, l'ambassadeur suisse, ton collègue, m'a dit un truc incroyable. Des fois, les ambassadeurs, ça parle quand même, c'est génial. Il m'a dit, vous savez que le budget de la santé du Congo, de la RDC, est plus petit que le budget de l'Assemblée nationale. Ça montre un peu l'engagement de ce gouvernement pour la santé, ce qui est assez effrayant. Et donc, effectivement, le choc des photos, comme je le dis, on est plus dans Paris Match que dans le monde diplomatique, a dérivé énormément. Et ça serait intéressant d'écouter cet après-midi la directrice de la chaîne du bonheur qui fonctionne que sur les photos. Un ancien, pas que, mais enfin surtout sur les témoignages, les images, un ancien directeur de la chaîne du bonheur, Félix Goldman, me disait toujours, Nago, si on n'a pas de photos, on ne peut pas faire de collecte. Si on n'a pas de témoignages, on ne peut pas faire de collecte. Même si, parfois, les témoignages sont un peu aléatoires et qu'on est des fois, parfois, dans la fausse représentation. On en reparlera, j'espère, cet après-midi, parce que, notamment sur ce qui se passe à Gaza, il y a énormément de fausses représentations des ONG qui n'y sont pas, en général, et qui font la récolte de fonds, alors qu'on sait qu'actuellement, et c'est joué contre l'UNRWA pour abattre l'UNRWA, il y a d'autres ONG qui vont faire leur travail, tout ce qui est faux, actuellement sur le terrain. Il y a très peu de volontaires étrangers, expatriés, et que la majorité des gens qui y travaillent, c'est 300 rouges palestiniens, c'est l'UNRWA et le CICR, et qui payent un lourd tribut, puisqu'ils ont payé plus de 300 soignants depuis le début du conflit. Alors attention justement à ne pas être trop. Et une autre chose qui m'a beaucoup frappé, il y a 2 ans, tu étais là, Ronnie, c'était le sociologue de Côte d'Ivoire qui est venu nous dire qu'il en avait assez de la communication des ONG européennes. Et ça m'avait jamais... C'était intéressant pour moi. Le jour qu'il était là, il dit, nous, les Africains, on est autre chose que les photos que vous mettez dans les gares, dans les trucs, surtout. Et je me suis dit, c'est vrai. On est autre chose que ça. On est autre chose que le petit enfant avec un gros ventre et avec des mouches dans les yeux qu'on voit encore trop souvent dans les demandes, les recherches de fonds. Et on dit, bah oui, c'est vrai. Et je continue. Le flot de messages. Quand je dis que est intéressant parce que le trop devient nul. Le trop devient néant. Et moi, je ne connaissais pas Médecins du Monde à l'époque. Moi, je travaillais pour l'OMS, mais avec un des fondateurs de Médecins du Monde, Pierre Pradier, à Jérusalem. Et puis, ce qui se disait à ce moment-là, c'était « Ah oui, Médecins du Monde, oui, c'est 2 semaines sur le terrain, 3 mois sur les plateaux de télévision. » C'était exactement, je dis, c'est pas terrible, notre réputation quand même. Alors, on le vend beaucoup au fondateur, le grand ami de Ronnie, Bernard Kouchner, excusez-moi, c'est une plaisante. Et donc, effectivement, avant, il n'y avait pas assez, on ne savait pas ce qui se passait, on aidait sans comprendre, on aidait pour aider ces pauvres gens et tout ça. Puis tout d'un coup, il y avait un flot de communication, surtout. Et il y a une anecdote, à un moment donné, Pradier m'a dit, à un moment donné, on a même essayé de réfléchir, lui qui était aussi un des fondateurs de Médecins du Monde de France avec Kouchner, on a essayé de réfléchir au CA si on devait intervenir sur la dévaluation du franc CFA. Vous voyez jusqu'où on va. Et donc, à un moment donné, les journalistes qui recevaient, en tout cas, les communiqués de Médecins du Monde, les jetaient à la boue. Parce que, autant, quand il y avait un membre du CICR qui parlait, on disait « Oh, ça doit être grave, parce que quand le CICR parle, ça doit être grave. » Autant quand c'était à l'époque Médecins du Monde France, je parle de Médecins du Monde France, et donc il a fallu recentrer cette communication sur
ce qu'on voyait, où on était, et pas intervenir sur des endroits où on n'est pas pour parler absolument. Donc ça, c'était une des grandes dérives entre le pas assez et le trop plein. Il n'y a pas de montre ici, hein. Non. Ça là-dessus. C'est 25. Merci. Et donc, je continue tranquillement, ça va bien. Je dirai deux mots là-dessus, parce que c'est très très intéressant, c'est le piège à la médiatisation. On peut vouloir qu'on parle de nous, et là, il y a eu un piège extraordinaire, où ils se sont tirés 12 balles dans le pied. C'était en deux mots pour les jeunes qui n'ont pas connu cette épopée, très intéressante à analyser de base. L'Argezo était une ONG française qui avait décidé d'aller chercher des orphelins du Darfour qui avaient perdu leurs parents depuis le Tchad. Et c'est pas clair. D'ailleurs, y compris, je ne sais pas si Ronnie pourra en dire un mot, mais il semblerait qu'il y ait une complicité également du ministère des Affaires étrangères français à l'époque avec eux. Ils leur ont laissé partir, ils leur ont donné des autorisations. Ils sont été dans les avions militaires français depuis le Tchad, depuis le Caméra jusqu'à la frontière. Et puis, en fait, donc ils allaient chercher des enfants, il y avait une maison, tout ça. Et puis, un jour, il y a une dame qui est arrivée, qui a tapé à la porte, qui a dit, je vais voir ma fille. Pardon? Donc, j'aimerais voir ma petite fille, s'il vous plaît. Mais, je veux dire, c'est des orphelins. Non, 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 non. Et là, le chat sort du sac. En fait, ce n'étaient pas du tout des orphelins. Ils allaient dans les camps de réfugiés, ils disaient écoute, ton enfant, nous on peut lui offrir une formation de santé aussi, enfin là-dessus et tout ça, et les parents disaient écoute, oui, c'est gentil, merci beaucoup. Mais ce qu'ils n'avaient pas dit, c'est ils étaient financés par des parrainages de France, à qui on avait dit écoutez, si on peut vous envoyer un petit Africain, là, un orphelin, et puis à la limite, bientôt peut-être, vous pouviez même l'adopter sans trop de problèmes administratifs. Le scroquerie est terrifiant, quoi. Et c'était très très bien monté, il y avait même des exercices avec un vieux escalier en bois comme nous remonte dans les avions pour rentrer en vitesse dans l'avion pendant la nuit pour les enfants. Ils ont analysé un Boeing, d'argent quand même, qui a atterri près de où ils étaient, et qui dans la nuit devait monter ses enfants. Et au dernier moment, des employés tchadiens ont dénoncé, ils ont appelé la police, en disant on est en train de voler des enfants ici, et si je regarde là, il y a eu procès, il y a tout ça. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'ils avaient cru bien faire de prendre quelqu'un de FR3 avec eux, pour dire ça va être génial, il va filmer toute notre action jusqu'à l'arrivée des petits Africains en France. Évidemment, ces images ont paru après sur FR3, mais pas vraiment à leur avantage. Et donc je voulais juste dire ça, c'est combien des fois on croit pouvoir être appuyé par un journaliste et ça se retourne contre nous. Oui, cette phrase, je trouvais ça terrible parce qu'on l'a entendu ça. Oh, finalement, qu'ils soient orphelins ou pas, il sera mieux en Suisse ou en France qu'en Afrique, ce qui est une vision épouvantable, colonialiste, paternaliste, et tout ce que vous voulez de ce qu'on peut avoir comme image, et renvoyer surtout à ces victimes. Donc les Africains sont des victimes de toute façon. Moi je travaillais avec des médecins exceptionnels à Kinshasa, des infirmiers exceptionnels, je peux vous dire que ce n'est pas des victimes. Et puis là, je vais parler de moi. Alors, vous n'avez pas connu ce grand journal, Frédéric a dû connaître quand même. Hein? J'ai travaillé dans ce journal. Ah, bon, ben voilà, donc ça existait. Ça s'appelle La Suisse, qui n'était pas forcément d'extrême gauche à l'époque. Hein. On est d'accord? Ok. Et puis, voilà, alors, je vous raconte juste cette histoire parce qu'elle est intéressante de la fausse représentation. Je travaille pour le Croissant Rouge à ce moment-là. Travailler pour le Croissant Rouge en occupation militaire, sous occupation militaire, ça veut dire que je suis clandestin en Cisjordanie et à Gaza. Donc je ne dois pas faire l'imbécile, je ne dois pas faire le fou, je ne dois pas faire des témoignages dans la presse. Nous sommes basés au Caire à l'époque. L'hôpital, le Moustachfa Palestine était au Caire et mon patron s'appelait Fatih Arafat, le nom du donc je ne suis pas, je ne dois pas être mélangé à cette une manifestation à Jérusalem-Est de femmes israéliennes et palestiniennes pour là. Et évidemment, tout d'un coup, l'armée
ou les bordeaux de police, on ne sait jamais qui c'est. Donc on vient de taper ces pauvres femmes. Une femme tombe, palestinienne, m'appelle en me disant j'ai perdu mes papiers, et pour elle c'est terrifiant, c'est la plus ses papiers. Moi je me penche vers elle, et bing, l'armée m'arrête, me met dans un camion, je rentre en vitesse pour montrer combien c'est tout faux après. Tout est faux. Me mettre dans un camion, à un moment donné, je suis entouré de 20 femmes dans le camion, peut-être une erreur, je ne sais pas, et les soldats viennent, me font descendre du camion, et c'est là qu'ils me tabassent très fortement, et je suis bon, un peu dans les pommes quelque part. C'était intéressant parce qu'ils m'emmènent dans un théâtre qui s'appelle Akawati, qui est un théâtre palestinien, où j'avais rendez-vous avec un médecin palestinien qui s'appelle Mustafa Barghouti, que vous connaissez certainement. Et alors là, quand ils sont en train de nettoyer tout le monde, les plaies et tout, il arrive, il dit poussez le blanc ici, là, puis il me dit, oh, la gauche. Je dis, oui, excuse-moi, j'ai rendez-vous. Bref, ça c'est le. Et là, à ce moment-là, je suis un délégué du CICR et des journalistes qui étaient présents, de la radio sur son monde, viennent me chercher. Parce que j'ai mis un petit bout de papier, j'ai dit, je suis là, viens me chercher. Voilà, ça c'est le truc. Qu'est-ce qui se passe dans l'autre sens? C'est qu'à un moment donné, lorsque on me met dans le camion, le directeur de l'American Colony, qui est un Suisse, passe très très loin et dit putain, il descend à l'American Colony, qui est l'hôtel à Champs-Élysées, où il y a l'ONU, le CICR, les journalistes, et il dit ils ont arrêté Nagod. Alors, il y a des journalistes de la radio suisse, qu'est-ce qu'ils font? Il y en a un délégué appelle le chef de la délégation du CICR, qui était en train de faire son repas de départ. Et il se lève, il revient, il s'appelle, il dit c'est con, ils ont arrêté Nagod. Donc à ce moment-là, qui il y a là? Il y a un journaliste de la radio. Il y a le numéro 2 de l'ambassade suisse, Urs Ziswiller, que tu connais. Alors chacun va faire son boulot. Alors Urs, il part me chercher dans les prisons israéliennes, où je ne suis plus, évidemment, vous avez bien compris le truc. Et le gars fait son travail, la radio suisse annonce à 7h du matin que j'ai été arrêté par l'armée israélienne et que je suis emprisonné. On est d'accord? Complètement faux à ce moment-là. Et puis, pauvre Ours, il fait les prisons, puis on dit, on n'a pas cet article, on s'excuse, on va pas. Et là, attention, incident diplomatique, on veut le voir, et tout. Non, mais moi, je suis dans mon théâtre, un peu sonné, et tout ça. Alors, vous voyez combien. Ensuite de ça, ils m'ont emmené donc, à l'hôtel, j'ai été soigné, et puis, bon, ça c'est pas. Ils ont rectifié le soir, j'étais grièvement blessé. Pas tout à fait juste non plus. J'ai dit, vous allez appeler mes parents, s'il vous plaît, parce que. Ouais. Et ça, c'est la première discrépance. La deuxième est là. On me transfère ensuite sur le Caire, parce qu'on pense que j'ai un sous-dural. Et moi, ça allait, enfin, j'étais sonné psychologiquement, mais tout. Donc, j'étais dans ma chambre, on venait me chercher. On me refoutait dans un lit de l'hôpital. Et puis moi, je savais comment on traitait les gens à l'hôpital, je n'avais pas vraiment envie d'être trop soigné là. Et puis, ils me reprenaient, ils me remettaient dans le lit. Puis à un moment donné, j'ai compris, ils ont dit, écoutez, le président a écrit, Yasser Arafat, il faut s'occuper de lui absolument très bien, il faut le soigner magnifiquement, même, il n'a pas dit la dernière phrase, vous appelez la presse. Donc il était clair que pour le Croissant Rouge, il était mieux que je fasse la une de Al-Akbar, ce qui n'est pas une très bonne chose pour moi, après Israël. Donc c'est moi ici, la première page, et c'est moi. Et cette photo est extraordinaire parce que le docteur Arafat, qui n'avait plus vu un patient depuis 25 ans, ils ont mis une blouse blanche et un stéthoscope, c'est quand même mieux pour la photo, vous voyez. Et le titre, c'est Première victime européenne de l'intifada. Ça vous pose un nom. Ça ne m'a pas aidé par la suite, vous-même. Bon. Si ce n'est que, bon, moi, j'étais pas bien du tout, je rigole maintenant, donc je suis rentré, on se demandait, j'ai les scanners et tout, et finalement, c'est mon ami Pierre Kremer, qui est ici là, qui m'a dit, qui est médecin, qui m'a dit, c'était peut-être dans tes yeux des troubles, tu peut-être voir une ophtalmologue. Et il m'a envoyé chez l'ophtalmologue, et effectivement, j'avais à peu près 10 trous dans la rétine qui avaient été faits avec des matraques. Je me suis fait opérer, merci Pierre. T'as pas besoin de scanner pour faire ton diagnostic. Voilà, mais c'est pour montrer combien là j'ai été pris dans un truc, d'abord que je maîtrise plus, et ça c'est terrible. C'est dit 2-3 fois dans ma vie, j'ai pas maîtrisé ça, et j'ai été finalement victime de gens qui parlaient de choses et tout. La réalité, c'est vrai que j'ai été arrêté, la vraie réalité, c'est vrai que j'ai été frappé, mais après ça, c'est tout. Et ça, c'est comme je dis, en gros, l'utilisation pour une cause. Deuxième, ça c'est très très intéressant. Je ne vais pas revenir sur le drame du 8 octobre à la mosquée de l'Aqsa. Ce jour-là, des intégristes juifs rentrent pour poser la nouvelle pierre du nouveau temple
Malheureusement, il faut détruire un temple pour remettre l'ancien temple, n'est-ce pas? Mais c'est à la place de la mosquée, c'est un peu embêtant quand même, vous voyez, ça peut créer quelques tensions que l'endroit est le troisième lieu saint de l'islam. Et donc, qu'est-ce que les Palestiniens, ils le savent, donc ils disent, rendez-vous, sitting, sur l'esplanade de la mosquée. Alors, il y a, je ne sais pas combien de personnes qui sont là, et puis, à un moment donné, on verra après selon l'enquête, l'armée commence à tirer. Sans aucun, il n'y a eu aucun jet de pierre et tout. Il y aura 22 morts, il y aura plus de 200 blessés. Mais ça, je vous dis pourquoi, à cause des journalistes après. Ce qui est intéressant, c'est que ce qui se passe à CNN le soir, moi j'ai le malheur d'être témoin de ça, mais un peu de loin. Mais je suis avec le consul général de France, M. Gilles Dumière, qui a été très important après dans l'information à l'Assemblée nationale et à Alexandre Dumas, pas Alexandre Dumas, comment s'appelle M. Dumas Merci, Roland Dumas, où il transmettait c'est faux, ce que le gouvernement israélien dit, c'est faux. Parce qu'à CNN, c'est génial, le montage est extraordinaire. Vous voyez des Palestiniens qui jettent des cailloux par-dessus le mur des lamentations. Et ensuite, les soldats tirent. Non, ils jettent, on voit le petit poste de police au bout de la mosquée qui brûle. Et dit, suite à ça, l'armée est intervenue. En fait, c'est tout faux dans je dirais, le scénario. Le scénario, c'est l'armée tire, il y a tout ça, l'horreur. Ensuite, à la fin, il y a des Palestiniens qui vont jeter des cailloux par-dessus le mur des lamentations, qui est juste à côté de la mosquée. Il n'y a plus personne en bas. Évidemment, ils ont dégagé les croyants. Et puis, ils foutent le feu au poste de police, mais tout à la fin de la journée. Donc, c'est vraiment une réaction de... Bref, ça, c'est ce qu'on va faire. Et intéressant, à la TV israélienne et le gouvernement israélien, là, je suis à l'OMS, hein, je suis plus au Croissant, je suis à l'OMS, donc je suis un diplomate, je fais partie des Nations Unies. Et donc, à ce moment-là, l'annonce du gouvernement israélien, 2 blessés légers, à Jérusalem, annonce à Tunis de l'OLP, 500 morts. J'ai un problème. C'est un peu comme les manifestations entre 2 millions d'après la CGT puis 200 d'après la police française. Moi, j'ai appelé tout de suite celui qu'on appelait le vieux, avec beaucoup d'affection, Arafat, pour dire c'est inutile ce que vous faites. Même 20 morts, c'est déjà trop. Mais là, vous êtes décrédibilisé complètement avec vos exagérations. Et ça, c'est très important pour que... Mais, qu'est-ce qui se passe? Le lendemain, le Conseil de sécurité dit on peut pas, qu'est-ce que vous faites? Enfin, les pays demandent. Il dit on a des hommes sur le terrain. C'était très bien, moi. C'était extraordinaire. On s'est senti extrêmement important. Et donc, on nous a demandé d'aller voir les corps. Compter. Donc, on est allé avec Pierre et on avait exactement 22 morts. Les blessés, à peu près 200, ça n'a pas pu tous les voir. Mais surtout, les soldats auraient tiré sur une ambulance. On a vu l'infirmière qui avait reçu une balle d'oum dans le bras, qui avait éclaté. Voilà, alors tout ça, le lendemain, je suis dans Jérusalem avec ma petite voiture de l'OMS, et une voiture me coince contre un mur, et dedans, il y a 2 correspondants de là-bas, celui du Monde, et celui... C'est un journal parisien, mais c'est le soir, ça existait, le journal... Non, comment ça s'appelle? Un journal parisien du soir. Ouais, François. Et le gars, alors le journaliste du Monde, je le connaissais, parce qu'il était là depuis quelques années, et puis l'autre, je le connaissais depuis 3 mois, il venait d'arriver. Le lendemain, dans le Monde, c'est marqué de sources officielles, européennes, je sais pas ce qu'ils avaient marqué, on peut affirmer qu'il y a eu 22 morts, 200, 300 blessés par mois, et qu'effectivement une infirmière a été blessée et tout ça. Voilà. Dans le François, c'est marqué de sources minières, 200 morts, 22 morts, 200 blessés, mais des rumeurs prétendent que l'armée israélienne aurait tiré sur une ambulance et blessé une infirmière, ce qui est totalement faux. L'armée israélienne ne ferait jamais une chose pareille. Je dis, c'est moi l'origine du truc. Alors, voyez l'interprétation. C'est effrayant. Le même événement vu par des canaux différents, on est d'accord. Ce garçon, je l'ai revu plus tard, je n'ai pas été très gentil avec lui, d'autant plus que
dans la relation média-militaire, je l'ai pris dans ma voiture de l'OMS, que je n'avais pas le droit, pour faire passer des checkpoints pour qu'il aille une fois dans les territoires occupés, ce qu'il n'avait jamais fait. En plus, j'avais été assez sympa avec lui. C'était intéressant. Plus tard, il s'est rebondi. Adorable, c'est un gars adorable, quoi. Il m'a dit, tu sais, moi, en tant que juif, je ne peux pas imaginer que l'armée tire sur la violence infime. Depuis que je suis là, depuis 6 mois, oui, je suis sûr que c'est possible. Bon, voilà une autre façon. J'étais à l'origine de l'information, j'ai même pris cet homme dans la tour, et voilà. Et puis ça, alors ça, c'est terrible parce que ça va attaquer notre ami Bachmann. René, c'était l'ancien rédacteur en chef du Nouvel Observateur, c'était un des meilleurs connaisseurs, encore un des meilleurs connaisseurs de la politique au Moyen-Orient, il travaille à Mediapart actuellement. Et René Bachmann, ben, on s'est connus, on était amis, et je l'ai pris pas mal dans ma voiture, on a passé quand même pas mal de checkpoints dans la voiture de l'ONU. Voilà. Donc, ouais. Et puis, je reviens sur toute la mosquée d'Al-Aqsa, très intéressant. À un moment donné, un touriste américain, qui était en face, pour ceux qui connaissent un peu Jérusalem, si vous allez sur le mont des Oliviers, vous avez une vue directe sur la mosquée. Il y a un hôtel, là, puis il y a souvent des touristes qui sont là, puis quoi. Et il y avait un Américain qui filmait, par hasard, la mosquée, le dôme du rocher, tout ça. Puis il a tout vu. Donc on a, vous savez, les tape codes, à ce moment-là, sur la vidéo, telle minute, s'il se passe ceci, telle minute, il se passe ça, parce qu'on le voit. Puis il était effrayé de voir parce que c'est complètement indiscipliné, en plus. Il y a un gars qui se lève, qui tire, un autre qui se lève, qui tire, il n'y a pas un truc qui crie arrêtez, d'autres. Donc il y avait un cafouillage complet de l'armée israélienne, mais il a tout ça. Et là, on voit qu'il jette les cailloux à la fin, que le poste de police brûle à la fin de la manifestation, et ça démontre totalement ce que dit le gouvernement israélien. Ce monsieur a eu tellement peur de passer la frontière avec ça, qu'il a donné à un agent de l'ONU qu'il a vu, sûrement quelqu'un de l'UNRWA, je pense, qui a dit cette cassette, je la donne à les Nations Unies, moi je ne veux pas passer la frontière. Et il l'a donné à ce moment-là au directeur de l'ONU de Cisjordanie, Yves Besson, qui est un fribourgeois, et qui m'appelle un dimanche. Il dit Nago, viens voir, j'ai vu le truc, ça démontre totalement tout le scénario que le gouvernement israélien faisait. Je suis embêté, je fais quoi? Je suis monté au compound, on a regardé ça ensemble, je suis revenu, j'étais un peu troublé quand même. Et je tombe sur René, dans l'American Colony. Je ne sais pas là que je dis, vraiment, j'ai un truc. Je dis, je t'en parle, allez, viens, on va dans le jardin, et je raconte ça. Je fais ça pour toi, il me dit, oh, oui, tout à fait, c'est intéressant. Tout ça. Dans le Nouvel Observatoire de la semaine d'après, il y a une interview de Nago Humbert sur la santé mentale des Palestiniens, et en bas, un encarté. Les Nations Unies posséderaient une vidéo qui démentirait complètement l'argumentaire du gouvernement israélien. Je pense que les gens ont fait assez vite le rapport, et ça a donné des choses un peu compliquées pour moi par la suite, j'en veux pas. Et quand j'ai appelé René, il m'a dit, donne jamais, jamais, Nago, un scoop à un journaliste. Donc voilà, ça, j'ai appris beaucoup là-dessus. Quelle heure il est? Je vais finir, je peux en finir maintenant, très bien. Donc, oui, je suis assez clinique. Ça donne ça aussi, les conséquences. Effectivement, suite à ça, suite à beaucoup de choses, au moment où je suis promesse, que j'arrive enfin à obtenir un financement pour mes projets avec l'UNRWA sur les enfants, la santé mentale, dans les camps de réfugiés, le lendemain, Israël comme personne non grata. Et comme ils n'ont pas changé beaucoup de discours, quand je le vois avec mon ami Philippe Lazzarini, excuse-moi, l'ambassadeur d'Israël en Suisse, au téléjournal, quand à l'époque c'était Jean-Philippe Rapp, le pouce de cette franchement, je ne comprends pas pourquoi vous avez fait ça, Nago Humbert. Il a dit, écoutez, nous avons la preuve qu'il a fait partie d'un groupement terroriste palestinien et qui touchait de l'argent de ce mouvement. C'était le Croissant Rouge palestinien, je touchais $250 par mois le salaire. Voilà. Voilà, j'ai fini, je montais pendant... Voilà.
Donc, on prend 3 questions. J'essaie de le remettre sur une chaise. Tout en bas, pour à côté de vision. Et là. Voilà. Je te laisse faire. Et si vous avez 2-3 questions avant qu'on passe au suivant. Oui, oui, monsieur. Quand vous avez parlé de l'ouverture de MSF à la communication, c'était par le biais des médecins qui se déplaçaient sur place, il y avait déjà des communicants de journalistes qui accompagnaient. Je vais essayer de relire et répondre à la question. C'est de quelle époque précisément? Tout début, là, le début de la création de MSF. Non, au tout début, il y avait personne qui était chargé de la communication, c'était des gens directement impliqués qui s'exprimaient, eux-mêmes directement contactés par les journalistes qui sollicitaient le D'accord. Madame Wigman, vous pouvez. Bonjour, Lambert. Donc je comprends que ce scoop que vous avez donné à René Bachmann a eu un effet négatif sur votre existence. Maintenant, la sortie dans le domaine public de ce scoop, qui était quand même très important, quel impact il a eu sur la situation, enfin sur la version que donnait l'armée israélienne de la crise? Est-ce que ça ne valait pas la peine qu'il soit un peu examiné si l'information sort? Oui, bien sûr. Alors moi, je ne traite pas du tout de ça. Ça a eu des petites conséquences sur moi et que je me suis senti un peu mal à Jérusalem à ce moment-là quand j'ai vu l'observateur. Effectivement, la cassette elle-même est partie à travers l'ambassade du Canada. Je n'étais pas du tout au Canada à ce moment-là, je vais pas avoir même. On était copains avec le numéro 2 de l'ambassade, Sahel, Michel de Salaberry, et il est parti par la valise diplomatique au Conseil de sécurité. Et puis effectivement, beaucoup de gens après se sont basés sur cette cassette pour dire voilà ce qui s'est passé. Donc c'était une erreur de direction de l'armée, en tout cas de gestion de l'armée, mais en tout cas voilà ce qui s'est passé pour démonter, parce que je me rappelle, Besson, qui était à ce moment-là à Fribourg, quand ça s'est passé, il m'a appelé à dire qu'est-ce qu'ils ont foutu les Palestiniens. De jeter des cailloux par-dessus le mur, je disais, c'est pas ça. Mais, donc ça va ça, parce que le téléjournal suisse a repris ça aussi. Suite au jet de pierre, de l'armée, etc. Donc le truc de CNN a vraiment bien passé, et c'est ça qui est effectivement extrêmement dangereux. Ce que je voulais aussi dire, j'ai oublié de le filer là-dessus, effectivement, maintenant, il y a dans toutes les ONG les moyens mis dans les... Comme vous parliez de ça, communication et recherche de fonds sont énormes. Et c'est lié, malheureusement. Et donc, on doit être extrêmement prudent sur la communication. J'ai vu des gens qui communiquaient sur l'Ukraine qui n'étaient pas présents, des ONG qui communiquaient sur l'Ukraine qui n'étaient pas présents, qui ont fait de la recherche de fonds sur l'Ukraine et qui n'étaient pas présents. Et j'en vois quelques-uns à Gaza qui ne sont pas présents, mais qui font. Et donc, là, on va être, comme je dis toujours, c'est où il y a l'éclairage. Le journaliste n'aime pas la chronicité. Donc là, on parle moins d'Ukraine, on est tous sur Gaza. Et je connais l'exemple du Congo, on s'en fout du Congo, il y a une guerre énorme, affreuse à l'Est, mais au-delà de la guerre, il y a la situation de tous ces gens. Voilà. Donc, ouais. Francine montre la Terre des Hommes qui fait la recherche de fonds pour Gaza. Donc, voilà. On doit être très... Et malheureusement, parfois, ces fameux communicants que vous allez être, disent aux humanitaires du terrain ce qu'ils doivent dire, ce qu'ils doivent faire. Et qui influencent souvent maintenant les directions opérationnelles dans les grandes ONG sur, il faut parler de ça. Le premier que j'ai rencontré, parce que quand j'étais président de la Salomon, on en avait tout le temps un nouveau consultant en communication. Et c'était effrayant de parler avec eux. Il aurait vendu des aspirateurs, c'est la même chose.
il m'avait dit, bon, mais si vous avez des enfants, voilà, dans vos trucs. Je dis, oui, on a aussi une mission. Ah, ça c'est bon, ça c'est bon. SIDA, non, s'il vous plaît, pas. Et puis les missions nationales, les pauvres gars dans les rues, ça monte un peu. C'est terrible. Et voilà, bon, je travaille pas assez là, mais il y a ça aussi. Et donc, quand les bailleurs choisissent les victimes, c'est ma conclusion, ça devient très très grave. Parce que vous allez trouver énormément d'argent éventuellement pour Gaza, ce qui c'est bien, mais il faudra savoir où le mettre. Hein. Et puis, et avec qui travailler, ça c'est autre chose. Mais il y a tous des conflits oubliés qui peuvent réapparaître à un moment. Moi je dis toujours, quand le projecteur s'éteint, bon, on a plutôt tendance à y aller, et malheureusement les ONG marchent là-dedans maintenant. C'est-à-dire que souvent ils vont où y aller, ce qu'on appelle des offres, soit la Communauté européenne, soit ailleurs, ils lancent des, je sais pas comment on appelle ça, le nom, je ne sais plus, tu peux postuler, on va lancer des millions pour, je ne sais pas, Ebola, ou maintenant la variole du singe, on va faire un truc, t'as l'expertise. Non, mais c'est pas grave, on va quand même postuler pour 2 millions et tout ça. Donc ça, c'est extrêmement dangereux. Voilà, je dis là-dessus. J'ai pas le programme ensuite, c'est ce changement, c'est Florence?